Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 60e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver après ce samedi soir, somme toute délicieux. Je suis évidemment avec le plus grand espoir de l'UBB des années 2010, quelque chose comme ça, mais bon, les croisés, tu connais. Salut Yannou. Pas du tout les croisés, non. Non, t'as même pas été blessé. Non, non, j'avais pas le niveau, hein. Tout simplement. Bon, t'aurais pu t'améliorer, quoi. Ils t'ont pas laissé ta chance. Ouais, Ils sont passés peut-être. à côté d'un crack générationnel. Bon, bah écoute, au moins t'es pas trop mauvais en podcast. Ouais, ça va, je m'en sors. Mais sinon, c'est un bon week-end, Ah, bon. tu vois. T'as pas pété ton téléphone à la 45e sur le CEDAB aussi. Non, tu vois, T'as je attendu, suis le, sagi. t'as attendu qu'il y ait la Voilà, transformation, tout ça, et du coup, c'est bon. L'essai exactement. annulé, t'as pu souffler. Bon. J'aurais pu me partir, tu vois. L'année dernière, je serais parti. Ouais, Mais là, t'as, tu vois, t'as mûri. j'ai grandi. Ouais, exactement. Ouais, c'est bien. Il y a du progrès. Il y a encore du progrès à faire, mais il y a du chemin parcouru. Et pour nous accompagner ce soir, parce qu'on a du pain sur la planche pour préparer le match des Titans de ce dimanche, on a appelé un habitué maintenant. Salut Dylan. Salut, ça y est, j'ai ma brosse à dents et mon slip maintenant Ah ouais, dans ça y est, il l'émission, c'est s'installe. Il officiel. s'installe, il Ouais, s'installe. ça y On est, c'est bon. est, on est dans le pétrin, comme on dit. Ouais, ouais, Bon, ouais. tout roule. Toi, t'étais au stade, toi, non? Moi, ouais, j'étais au stade. Bah écoute, ça caillait, mais bien couvert. C'était un beau match. Ça caillait jusqu'à la 50e. Après, ça s'est réchauffé un peu, quoi. On s'est un peu plus levé, on a un peu plus applaudi, donc on s'est Ouais, toi, réchauffé. tu te lèves sur les hauts là, toi, c'est pour ça. Ah, oh, bien sûr. Oui, 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 j'adore les Ola. J'ai vraiment continuons les Ola et les Marseillaises Oui, dans cet ordre. il y a... Marseille, c'est peut-être plus sur les matchs d'Europe, non? Ouais, mais même faut arrêter ça, d'ailleurs. Ok. Pareil, hein, on arrête. Bon, ben, on, Voilà, on petit distribuera message. des flyers à l'entrée de Chaban et des pétitions pour arrêter les Ola et les Marseillaises. Alors. Merci. Comme vous avez pu le voir, le titre sélectionné a été finalement, après vraiment, ça s'est joué à rien du tout. Ça a été L'amour est dans le prez, dédicace au début de notre cher Jean-Luc, qui a été pas trop mal pour sa première, trouvé par Birdie Galien sur Twitter. C'était au coude à coude, vraiment, avec The Big Bang Theory. C'était pas mal aussi, de Paul Mox sur Twitter aussi. Après, on en avait d'autres des pas mal. Le banc dans les dents, en référence aux yeux dans les bleus, de Big Kangourou. Zébulon, les débuts présidentiels. Banc to be alive aussi, de T. Sanchez. Banc présidentiel, c'était de Zébulon. Voilà, bon. On est quand même bien servi toutes les semaines, hein, donc merci encore une fois à tous ceux qui participent, ça nous fait beaucoup marrer, et à tous ceux qui votent aussi. Je sais qu'il y en a qui attendent juste le titre et qui n'écoutent même pas l'épisode, donc ça commence à devenir un petit gimmick sympa toutes les semaines. Merci également aux tipeurs de la semaine qui ont participé à la cagnotte Tipeee. On en a 4 cette semaine, c'est fait. On a Xav Big Kangourou, donc, qui a participé au titre. Théo et Angel, merci beaucoup à tous les 4. Ça nous aide énormément pour développer ce petit podcast et le projet dans son ensemble, parce qu'on essaie d'aller un poil plus loin. On essaie de développer la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, le Facebook, TikTok, Instagram. On a dépassé les 5000 abonnés. Cette semaine, d'ailleurs, vous pouvez gagner les 2 places pour UBB Northampton pour dimanche. Donc, allez sur Instagram ou Facebook pour participer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, lâcher des likes sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Je vous propose qu'on passe de suite au résumé du match. Et ce samedi soir à Chaban, l'UBB recevait le Racing et devait se rassurer après le match compliqué dans le brouillard auvergnat. Et comme souvent à domicile cette année, l'UBB va vite prendre le contrôle du match et frapper une première fois grâce à Damien Penaud, intenable à la 7e minute. Puis Sun va petit à petit ramener les Racingmen à hauteur de l'UBB avant que Jalibert ne donne 6 points d'avance à la demi-heure de jeu. Et puis le buffle, Hughes, va permettre au Racing de prendre l'avantage peu avant la mi-temps, et une dernière pénalité de Maxime Lucu va permettre à nos Bordelais de virer en tête à la pause. Score 15-13. Et finalement, au retour des vestiaires, on croit vivre un petit cauchemar, parce que James inscrit un premier essai et il est très vite imité par Abossi et le Platane, mais c'est finalement refusé. On en parlait un peu plus tôt avec Yann. Et pire encore, le Racing écope d'un carton jaune sur cette action, et à partir de là, où quasiment avec l'entrée du banc, etc.,
on assiste un peu à un tournant, puisque finalement, c'est un 47-0 qui va être infligé au Racing en 25 minutes et conclure le match sur le score de 62-20, victoire donc bonifiée. Et comme pour toutes les victoires, on va commencer par les axes d'amélioration. Bon, et avant de commencer par les axes d'amélioration, Yann, toi particulièrement, j'ai croisé des auditeurs au stade qui m'ont dit qu'on n'était pas assez méchants. Donc, je compte sur toi pour être un peu plus saignant. Donc, va falloir. Bon, c'est peut-être pas le meilleur match, du coup, pour être vraiment tranchant. Mais non, c'est un clin d'œil à la personne que j'ai croisée, du coup, au stade. Mais avant, du coup, de trancher dans le vif et de critiquer nos Bordelais, peut-être un petit mot sur le Racing, Yann. Ouais, bah, j'étais un peu déçu du Racing. Collazo avait établi une stratégie qui était assez bien définie, à savoir mettre du lourd devant pour essayer de nous prendre dans l'axe. Et parce que c'est vrai qu'ils avaient deux secondes lignes qui étaient des gros entre Hill et Tao. Tu avais Hughes qui a un gros 8, Leno qui est normalement un seconde ligne, hein, c'est un ancien de chez nous, il était au CABBG et aux Espoirs et c'est un mec qui joue plutôt seconde ligne. Donc ils ont essayé de mettre de la masse. Ils ont voulu faire un peu ce qu'avait fait Clermont, c'était l'année dernière. Ils avaient réussi à bien nous embêter. Mais à la différence, c'est qu'ils avaient quand même plus de mecs mobiles et qui alimentaient les rucks. Je pense notamment à Fischer. Donc ils nous avaient bien emmerdé sur les portées et en plus dans les zones de ruck ils avaient été plus rapides. Là je les ai trouvés un peu lents et pas si dominants que ça dans les phases où ils auraient dû un peu nous appuyer pour nous faire mal. Donc j'étais un poil déçu par ce paquet d'avant, hormis quand même Hughes qui a crevé l'écran. Lui, il nous a fait mal. Pour le coup, il marque cet essai surpuissant, comme tu l'as dit. Il a battu 5 défenseurs, il met un gros raffut à la motte. En défense, il était très impactant. Mais heureusement qu'il était là d'ailleurs pour les mettre dans l'avancée parce que globalement, je les ai trouvés assez stériles, ce paquet d'avant. Comme d'hab, le paquet de l'UBB sous-estimé qui doit se faire casser la gueule par tous les packs d'avant du top 14 qui sont plus denses, qui sont plus costauds, machin et tout. À chaque fois. Chaque fois le même, les mêmes discussions avant les matchs. Et à chaque fois, personne n'apprend apparemment, puisque effectivement, c'était un pack hyper dense qui nous a pas défoncé. Et pour rendre hommage à Yann qui l'avait annoncé avant le match en off en plus, qui avait dit le méga pack du Racing va perdre ses cannes à un moment donné, et s'ils n'arrivent pas à rester mobiles et s'ils n'arrivent pas à nous suivre au niveau cardio et tout, ça va être terrible pour eux, et c'est ce qui s'est passé. Moi j'ai trouvé que ça jouait vraiment pas derrière quoi. Le Racing, t'as plein d'individualités, t'as des super noms. Là on s'était à Bossy, t'as des Ficou, t'as des Tuisova qui était sur le banc mais qui rentre. T'as des vrais bons joueurs derrière. Sun, c'est là il fait un match où il fait 2-3 cagades assez violentes. C'est un jeune joueur, c'est un super joueur. Je pense qu'il est sorti de son match parce qu'en fait, il a beau avoir l'air tout mignon comme ça à l'écran, il est tout le temps en train d'ouvrir sa bouche. Sur son histoire d'escorte, il n'a pas lâché l'arbitre pendant 25 minutes après. L'histoire avec Jalibert aussi, c'est lui qui va choper Jalibert. Après sa cagade sur l'essai de Penaud, Jalibert lui répond bon, c'est des 10 qui ont dû se chauffer tout le match, c'est comme ça. Enfin, si vous avez déjà fait du rugby, c'est comme ça que ça marche. Mais Sun est un super joueur, vraiment. Carbonneau aussi. Enfin, c'est des joueurs pétris de talent et ils ont du beau monde partout. Par contre, ça combine pas, ça joue pas. Les systèmes de jeu sont d'une simplicité, enfin, dans le mauvais sens, sont simplistes même. Et vraiment, ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas derrière, ça combine pas, ça trouve pas d'espace. Malgré effectivement un pack dense, mais qui a pas avancé plus que ça, à part Hughes, effectivement, qui a crevé l'écran. Par contre, quel joueur! J'ai trouvé que c'était un Racing, un Racing accrocheur jusqu'à la 50e, mais décevant, ça produit pas de jeu. Enfin, voilà, c'était pas un grand Racing. Pas un grand Racing, mais qui n'a pas été aidé aussi par une plutôt bonne équipe, ou en tout cas défense de l'UBB. Alors effectivement, c'est forcément plus facile de défendre sur un jeu un peu plus simpliste, mais avant d'arriver sur cette défense de l'UBB qui a été plutôt convaincante, qu'est-ce que vous mettriez en avant sur les axes d'amélioration? Moi, je m'étais noté en cherchant, parce que j'avais pas non plus énormément de choses à redire, que sur la touche, alors je crois qu'on finit à 80%, ce qui est pas horrible, on a fait bien pire.
mais il y a toujours des petites améliorations à aller trouver. On a réussi quand même à les gêner sur les contests. Alors on force un peu des touches pas droites, ce genre de choses. Eux sont à 70%, donc on gagne quand même ce duel sur la touche. Mais au global, je trouve qu'on aurait peut-être pu améliorer encore un peu ça par rapport à d'autres secteurs du jeu où on a été beaucoup plus convaincant. Ouais, moi je te suis. Sur les touches offensives, le problème c'est qu'on rate très rapidement des touches et qui donnent des ballons enfin des vraies actions pour marquer des essais. Tu vois, il y a cette touche ratée dans les 22. Et après, il y a aussi une autre touche qui amène une mêlée, qui amène, alors je sais plus si la pénalité ou la pénale touche puis l'essai du Racing. Donc c'est des déchets qui ont amené des points. Donc sur les touches, effectivement, offensives, je trouve qu'on a été moins performant. Et défensif aussi. Alors défensif, ça peut s'expliquer aussi parce que Cameron était sur le terrain. Cameron connaît le lancement du Racing. Le Racing, toute la semaine, on a dû se dire qu'ils allaient nous mettre des portées. Et donc je pense que comme Cameron connaissait les annonces, notamment, en fait, avant la touche, tu annonces toujours, alors suivant, t'as des codes couleurs, des codes, des mots, etc., pour dire si la touche, tu vas la relayer au sol, si tu vas la garder, enfin voilà, pour savoir si tu vas faire des portées, etc. Et donc, tu vois, il y a des touches, par exemple, sur le deuxième essai du Racing, on n'a clairement pas sauté. Et on s'est mis en bas pour la pousser. Et en fait, le problème, c'est que la touche, on aurait dû s'adapter dans le sens où Escobar, il n'en a pas mis une de droite quasiment. Donc, il fallait mettre même des blocs-sauts, tu mets même un bloc-saut tout seul un peu pourri. Mais tu vois, cet essai, tu le prends pas. Donc, tu vois, là, je trouve que notre adaptation n'a pas été bonne. Quand tu vois que le talonneur est en difficulté, que t'es pas forcément ultra dominé dans le secteur des portées, et surtout qu'il y a vraiment une grosse imprécision de talonneur, et ben force à monter un bloc. Force même, tu vois, même des blocs en zone 1 et 2 pour qu'ils aillent chercher cette zone 3 où il sera pas du tout à l'aise, tu vois. Et du coup, ça, je trouve qu'on l'a pas assez fait. Donc c'est un peu le petit regret que j'ai sur le secteur de la touche pour compléter un peu ton propos, quoi. Je dirais la réussite au pied, que Max loupe 2 coups de pied, qu'il loupe pas normalement. Bon, c'est vraiment histoire de trouver un truc moi aussi, hein, mais c'est parce que bon après en plus il faisait froid et c'est con, mais mettre des coups de pied quand il fait froid, tu te refroidis hyper vite et tout. Enfin c'est pas anodin quand il fait -3, -4 de buter. Donc je pense que ça a joué aussi. Mais là c'est vraiment histoire de dire quelque chose parce que honnêtement. La première mi-temps, je trouve qu'on n'a pas assez le ballon. On garde pas assez le ballon, mais c'est un affrontement entre deux équipes qui se mettent sur la gueule. Parce que c'est vraiment ça la première mi-temps, c'est des impacts forts. Et quand tu revois le match en sachant comment le match finit, t'as pas la même lecture de la première mi-temps parce qu'effectivement, De Porter le dit après au micro de Canal du CRC où il explique que c'était prévu par le coaching, en fait, tout était prévu par le staff, de dire on va essayer de résister et d'égaler leur intensité pendant 40, 45, 50 minutes, et après on va dérouler parce qu'en fait ils seront cramés, et là on fait rentrer des mecs qui ont des cannes, et on fait rentrer des gros porteurs, etc. Et donc quand tu revois, tu te dis, bah en fait même les 40, 45, 50 premières minutes, où moi le premier au stade j'étais très frustré parce que j'étais en train de voir de l'UBB, bah en fait non, ça marchait bien, c'était hyper intelligent. Alors ça aurait pu aussi mal se passer. Là dans ce contexte-là, ça a très bien marché. Je trouve voilà, on n'a pas assez tenu le ballon peut-être en première période et le début de seconde période où par contre on revient pas des vestiaires. Et s'il n'y a pas ce que les gens appellent un fait de jeu, s'il n'y a pas cette énorme faute qui mérite un carton rouge surtout sur la motte, potentiellement t'as 27 27-20 27-15 pardon. C'est plus le même match. Et donc on revient des vestiaires un peu en traînant les pattes. Et ça, c'est pas la première fois. Va falloir corriger ça aussi pour la suite de la saison. Mais tu vois, sur la première mi-temps, je pense quand même que leur objectif, c'était plus de mettre quand même plus de rythme. Et bien sûr, tu vas subir les attaques du Racing, mais je trouve que dans l'occupation, on s'est trompé. On a eu un peu le pied gelé, quoi. Buros qui se fait contrer, Jalibert qui se fait contrer. Pareil, des en avant où t'as pas de pression. Buros qui fait un en avant alors qu'il a zéro pression au tout début du match. Sadi sur une cellule de 3. Et toutes ces petites erreurs, pareil, à un moment, il y a une cellule qui communique mal et qui envoie un ballon dans le dos de Jalibert et après on prend 40 mètres. Je trouve que voilà, dans l'usage du ballon, on n'a pas, parce qu'en fait, on aurait pu les faire péter beaucoup plus rapidement. En fait, c'est ce que je trouve que leur gros, ils étaient carbo très très rapidement, ils étaient en retard sur tous les rucks, etc.
Et donc je pense que la stratégie, quand même, il y a eu quand même une petite bévue. C'est que ce ballon, on l'a plutôt mal utilisé, notamment dans notre camp, dans l'occupation. Par contre, ça n'a pas été le cas dans les 22. Je trouve que dans les 22, on a été beaucoup plus propre. Mais sur tout le reste du terrain, on a trop subi, alors que je trouve que on n'a pas assez retrouvé notre force dans l'occupation. Parce que quand tu as Buros, Mathieu et Lucu, normalement, tu ne dois pas avoir ce souci-là, quoi. Mais bon, après, le coaching a fait que c'est complètement inversé. Donc bon. Ouais, puis enfin, là où je te suis, c'est qu'effectivement, enfin, ce que je disais, je pense qu'on n'a pas assez tenu le ballon, effectivement, et du coup, le choix de la dépossession et de l'occupation, effectivement, on s'est trouvé. Et comme on tient pas assez le ballon, pour les fatiguer, ça a peut-être pris plus de temps que ce que ça aurait pu prendre, effectivement. Après, finalement, il pète à la 50e, tu vois, donc c'est bon, ça te laisse 30 minutes où tu surdomines physiquement, parce que là, c'est vraiment ça. Mais il y a eu pas mal d'erreurs individuelles, et oui, dès le début, enfin, le en avant de Bubu. Enfin, Bubu, il fait pas le meilleur match de sa saison, clairement. En même temps, je tempère encore une fois les températures, etc. Quand t'es 15 et que t'es pas le poste qui bouge le plus, que tu couvres le fond du terrain, c'est pas forcément évident aussi. Le premier ballon, il est difficile dans ces conditions. Enfin, tu vois, bon, c'est pas taper pour taper, même si peut-être qu'on est trop positif dans ce podcast du coup. Mais voilà, enfin, il a Tu fait. peux dire, Je trouve que Bubu, a fait un t'as bon match. été nul. Bubu, Voilà. t'as été nul. Ouais. Non, 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 mais il a pas fait le meilleur match de sa saison, Juste clairement. Bubu, Voilà. c'est Romain Buros, hein. Ah oui, c'est Romain Nous, Buros, c'est plutôt pardon. l'Albatros chez nous. Mais... Ouais, bah, excusez-moi, j'ai dit Bubu. Non, il a fait son match, il fait un match correct, mais il y a 2-3 erreurs qu'il fait pas habituellement. Pareil pour Mathieu, hein. Mathieu il fait un super match, mais il fait des erreurs qui lui ressemblent pas non plus, tu vois. Donc je pense qu'il y avait peut-être un peu de fébrilité, un peu le froid, hein, vraiment. On n'a pas le même style de jeu que le Racing, donc le froid quand tu joues beaucoup comme ça au ballon, bah après quand les mecs ils étaient chauds et que ça a commencé à combiner, tu vois, ça s'est enchaîné. Mais peut-être qu'effectivement on peut les faire péter 10 minutes plus tôt, tu vois. et Bureau, je pense il aime pas du tout jouer dans le froid, hein. Parce que clairement, c'était pareil. Je pense qu'il faut le faire jouer à partir de 5 degrés. Du coup, il faudrait que Yannick Bru rajoute ça dans son Excel là. Si c'est au-dessus de 5, c'est bon. Putain, il faut qu'il joue en Afrique du Sud, quoi. Ouais, j'avoue. Ouais, il était très bien en plus. Fait une petite trêve. Yann, tu voulais toi revenir sur la mêlée aussi? Ouais, bah forcément parce que je vais cibler Perchaud parce que il faut qu'il arrive à grandir. Alors les fautes elles sont difficiles, hein. Tu vois, l'arbitre aurait sifflé dans l'autre sens, il y aurait pas eu scandale non plus. Mais c'est lui, il faut qu'il arrive à grandir et à s'adapter un peu. Déjà un à l'arbitrage et deux à son pied droit. Parce que pour le coup, on avait une meilleure mêlée. Clairement, quand tu regardes la dernière mêlée de la mi-temps, quand on a réduit la zone d'impact, donc là on voit qu'on s'est rapproché, on a minimisé l'impact et en fait à la poussée, Sadi a complètement pris, le pied gauche, du Racing et en fait on les a pris. Bon, on n'a pas eu la pénalité, mais on les a dominés et après en deuxième mi-temps, les mêlées étaient beaucoup plus, en notre faveur et ça Perchaud il se fait avoir, dès le début en fait, l'arbitre lui met un bras cassé. Ensuite, à la limite, à la 2e, bon, il essaie de mettre l'impact, ça chute et c'est là, dès ce moment-là, il doit se dire: «Bon, ça va être compliqué, même si je monte des beaux observables». D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dégoûté sur la 2e mêlée parce qu'il a fait exprès de monter le coude, mais il a quand même pris encore une distance qui était plus grande et donc le droitier replonge encore. Donc là, il faut qu'il c'est à ce moment-là où il faut qu'il se dise: «J'ai un pilier droit qui va être, compliqué». Sadi, je sais pas comment il se comporte encore, mais on sait que c'est un pilier ultra dominant. Bon, ben, je vais me rapprocher, je vais raccourcir mes liaisons, je vais diminuer l'impact, je vais essayer de tenir, quitte à pousser un peu vers le haut, mais en tout cas, il faut que cette mêlée tienne pour que l'arbitre voit que je fais l'effort. Parce qu'en fait, là, il avait dans le collimateur dès le premier bras cassé, et en fait, il a sifflé que contre Perchaud. Donc, et ça coûte quand même 10 points. Donc voilà. Donc ça, c'est un. Bah, après, ça reste un jeune pilier, mais ça fait partie de l'apprentissage et voilà, de s'adapter, un, à l'arbitre, deux, à ton droitier qui, je trouve, avait des attitudes qui étaient pas belles. Impressionné par l'arbitrage de Bruce Lee, moi je vais justement sur les mêlées, rien compris. Rien compris sur effectivement le choix où il dit, enfin quand il pénalise Perchaud, sur les 2 fois où Perchaud est pénalisé, il n'y a pas une où c'est flagrant, où tu peux dire oui effectivement il y a pénalité, bon.
Quand on enfonce la mêlée, on récupère pas de pénalité. Il l'a fait rejouer. Franchement, j'ai rien compris à son arbitrage des mêlées et à la décharge de Perchaud. Je suis d'accord avec toi, faut qu'effectivement il grandisse et qu'il arrive à s'adapter, mais ça va venir avec l'âge et l'expérience. Mais à la décharge de Perchaud, j'aurais eu les boules comme lui et j'aurais pas compris non plus sur chaque mêlée. Je me serais dit, par contre, même quand je fais les observables, en plus c'est ce qu'il demande Bruce Lee, il dit montrez-moi des beaux observables. Perchaud montre des beaux observables et ça suffit pas et il le pénalise sur un truc qui honnêtement est largement pénalisable sur le droitier d'en face parce qu'effectivement il a pas lui des beaux observables. Ou alors c'est une mêlée que tu fais refaire, mais c'est pas, ça peut pas être une pénalité aussi simple. Et encore une fois, quand nous on enfonce la mêlée et qui il estime que c'est une mêlée qui doit être rejouée. J'ai trouvé ça très aléatoire. C'est pas pour taper sur arbitre ou quoi, c'est juste pour dire j'ai pas compris sa façon d'arbitrer les mêlées. Pour le coup, je l'ai pas compris au stade et je l'ai pas compris non plus en regardant le replay pour préparer le podcast. Et juste pour ceux comme moi qui s'y connaissent très peu en mêlée, qui ont du mal forcément des fois à comprendre, etc. Il y a Rugby-Rama qui a sorti une espèce de série docu qui s'appelle Le Combat des Titans, qui est disponible sur YouTube, que moi j'ai recommencé à regarder cette semaine, qui dure 2 heures, je crois, où en gros il y a plein de témoignages de joueurs, anciens joueurs. Côté UBB, on a par exemple Yannick Bru, Jefferson Poirot, même Maxime Lucu, qui parle du coup de la mêlée et un peu de toutes les sensibilités. Il y a beaucoup de témoignages, toute la technicité, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est dispo sur YouTube. Ça s'appelle Le Combat des Titans et c'est Rugby-Rama qui a fait ça. Alors, on va pas forcément expliquer dans la technique comment chaque joueur doit se comporter pour ne pas être sanctionné par l'arbitre, mais en tout cas, ça permet aussi de comprendre que c'est quand même un moment du rugby qui est très particulier et que c'est une approche vraiment collective et que, comme vous le dites, il y a vraiment des observables à respecter, que des arbitres peuvent siffler certaines choses sur une mêlée et pas la siffler sur la prochaine. C'est aussi pour ça que quand on me disait par exemple contre Clermont que ne pas embêter l'arbitre, c'est quand même important et qu'il vous ait pas dans le pif pour que dans la mêlée qui suit, il vous siffle pas quelque chose qu'il n'aurait pas forcément sifflé d'ordinaire. Donc c'est aussi un peu un combat psychologique à avoir, essayer de se mettre l'arbitre dans la poche, parce que je sais plus quel arbitre témoigne dans ce docu-là, mais qui dit qu'en revoyant certaines mêlées, effectivement, il pourrait siffler d'autres choses, sauf que là, c'est ce qu'il regardait à ce moment-là et que du coup, il a choisi de siffler ça. Après, ils sont seuls. En tout cas, il n'y a pas de vidéo sur les mêlées, heureusement, sinon les matchs duraient 4 heures. Mais du coup, ils doivent aussi choisir un peu leur combat et un peu ce qu'ils vont regarder sur chacune des mêlées. Donc je vous invite à regarder ça. Je pense qu'on a fait le tour des points négatifs. Je vous propose qu'on passe de suite aux points positifs. Et pour commencer, allez, moi je vais me jeter. J'ai beaucoup aimé un peu. Alors, je vais revenir après sur chacun d'entre eux, mais un peu les vaillants. C'est-à-dire que après le match, on a beaucoup mis en avant le banc, l'entrée de Porter, Bielbiarré, Duprez, etc., Tami, Funa. Mais ce que j'ai d'abord beaucoup aimé, c'est les Van Rensburg, les Huberti, même les Van Tijfer, qui du coup ont permis ensuite à ce que déjà le score soit là, mais surtout à ce que le Racing soit épuisé. Et je commencerai par Van Rensburg, qui m'a beaucoup plu parce qu'on le retrouve très très pertinent et efficace dans le grattage. Il nous fait 2 grattages en première mi-temps et du coup on retrouve un peu le Rouen qui nous avait plu la saison dernière sur ce secteur de jeu là. Ouais, carrément. Et en plus, pour compléter un peu, en fait, la première mi-temps, ce qu'on a vu et qui était vraiment intéressant à voir, c'est vraiment cette grosse défense. Et bien sûr que Van Rensburg, il a participé à ça, et surtout, il a participé à des énormes grattages qui nous ont un peu fait respirer. Donc ouais, j'ai trouvé une défense ultra solide en première mi-temps. Franchement, on a réussi à les faire reculer. Le drop de Sun, et tu vois, c'est vraiment une bonne image, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont tellement reculé qu'ils étaient obligés de taper un drop. Donc forcément, ouais, même Pablo aussi a fait des très belles montées. Palu aussi fait encore un match solide en défense. Voilà, on a réussi à avoir une ligne de défense compacte. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça en première période. Et même globalement dans le match. Et un truc qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'on n'a pas pris aussi d'essais en pick and go. Ni d'essais à une passe. Ils ont été obligés
de faire plus ou d'avoir des rebonds pour. Voilà, à part le, le, le bloc Lobé et Hughes qui va marquer en force. Sinon, globalement, près des lignes, on a été relativement imperméable, même très imperméable. Donc ouais, je suis très content de la défense, très content des joueurs comme Van Rensburg qui revient très bien. Il a eu peu de ballons d'attaque, il en a eu qu'un je crois, où il a réussi à nous mettre dans l'avancée. Et après on marque un essai, mais globalement il nous a fait vraiment du bien. Ce joueur, de toute façon, ça fait partie des mecs que tu sais que tu vas pouvoir les mettre sur le banc et ils vont vraiment nous apporter, tu vois, comme un Retière. Tu vois, Retière, c'est pareil, on l'a pas trop cité après le match, mais l'entrée qu'il fait, elle est folle. Hein. Il gagne des duels aériens, il met dans l'avancée, et après il bascule en neuf où il fait plutôt une bonne partie. Enfin voilà, t'as des joueurs comme ça où on n'entend pas trop parler, comme Pablo aussi, qui a été ultra solide, qui a cassé beaucoup de plaquages sur Antrabossi, etc. Donc ouais, ces hommes-là sont extrêmement intéressants, extrêmement précieux pour ce type de match, quoi. Moi, je vais parler des stars du coup. Je vais pas parler des laborieux, désolé. Mais Jalib, en fait, il est en train de banaliser l'exceptionnel. Tous les week-ends, il fait des folies. Tous les week-ends, c'est beau. Tous les week-ends, il fait des trucs que personne fait. Et lui, il en fait 4 par match. Les feintes de coups de pied avec le step derrière, l'accélération où du coup toute la ligne est obligée de reculer, Penaud est à hauteur. Et puis, enfin, tu vois, ce genre d'action d'immense classe qui débloque un match. Euh, il a pas été parfait parce qu'effectivement il y a deux trois erreurs, notamment au pied où il se fait contrer, des trucs comme ça, ou des ballons trop tendus qui rend un peu. Mais sinon, à chaque fois qu'il prend la balle, en fait, faut se mettre à la place des défenses adverses. À chaque fois qu'il prend la balle, ce mec, t'es terrorisé parce que tu sais pas ce qu'il va faire, parce que tu sais pas. Il peut mettre un 50-22 de l'espace, il commence à vraiment le prouver. Il peut gérer le ballon, mais il peut aussi, et c'est souvent ce qu'il fait, attaquer la ligne. Passer la ligne, maintenant il va à l'impact physique, il met des culs. En défense, il s'envoie vraiment. Là, sur ce match, c'était peut-être pas aussi flagrant que des gros retours défensifs et tout, mais il s'est vraiment envoyé. Il s'est envoyé dans les rucks offensifs, dans les soutiens. Il y a un ruck où il déblaye Hughes. Enfin, il y a plein de moments comme ça où pareil, au plaquage, il va se taper des secondes barres. Enfin, il s'échappe plus du tout au plaquage. Son attitude est vraiment bonne pour le coup. Je Aparté très rapide, mais là va commencer à falloir être très fort en conférence de presse Galtier pour justifier de pas sélectionner le gars. Parce que tu peux plus en fait. Ntamak qui revient pas à son niveau, et je suis un grand défenseur d'Ntamak, vraiment. Ceux qui me croisent depuis longtemps sur les réseaux sociaux, j'adore Ntamak, j'ai toujours défendu sa position en équipe de France. Là, quand même, c'est difficile de pas dire bah, on va faire jouer le meilleur numéro 9 et le meilleur numéro 10 du monde en même temps, juste pour voir un truc. Donc, je pense qu'il marche sur l'eau, tu peux pas, il sait tout faire maintenant. Et il n'y a plus l'excuse de ouais, mais il défend mal, ouais, mais il sait pas gérer le ballon, ouais, mais il est pas capable de. Si, il est capable de tout maintenant. Donc, va falloir le récompenser quand même, ce type. Et après, bah, un retour, moi, qui m'a régalé, Moefana. Attends, Là, juste sur Jalib, juste enfin, compléter, non, parce que tu l'as dit, mais ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est les soutiens offensifs. Tu vois, en tant que 10, en tant qu'un peu star de l'équipe, il pourrait rester derrière pour se dire, bah, on va faire le sale boulot à ma place, et derrière, moi, je vais pouvoir soit gérer le jeu ou aller envoyer sur les ailes. Là, on l'a vu notamment en seconde mi-temps qu'il n'a pas hésité une seconde plusieurs fois d'ailleurs, à aller vraiment déblayer et participer aux tâches dites ingrates. Et c'est vraiment encore quelque chose que je trouve de plutôt nouveau cette saison. Par rapport Ouais. à l'an dernier, on avait vu des vrais progrès sur les plaquages, etc., sur la défense en général. Mais là, offensivement, il n'hésite pas à donner de sa personne aussi. Non, mais c'est ça, mais tu sens que. Voilà, déjà, en fin de saison l'année dernière, tu sentais qu'il commençait à mettre de plus en plus le nez et à être hargneux. Tu vois, j'ai toujours en mémoire cet essai contre, où il arrache le ballon sur Pollock. Du coup, voilà, il fait une petite erreur, il va m'arracher ce ballon et après il va faire la passe à Penaud. Mais effectivement, là, il s'engage physiquement, comme l'a dit Dylan. Hein, à un moment, il va me plaquer à l'épaule Hill qui fait 120 bars. Après, le déblayage sur Hughes, mais aussi le déblayage sur Tao. Quand il marque son essai, il est en retard, c'est lui qui arrive plein de balles. Alors bien sûr, il va pas me retourner Tao Fifinois, mais le fait de le mettre à un petit impact, eh ben forcément, il lâche le ballon. Et après, il y a les soutiens qui arrivent. Et après, on a cette superbe inversion entre Max et Mathieu, et il va marquer cet essai. Donc ouais, le fait qu'il s'engage physiquement, moi, c'est le truc qui me fait le plus plaisir, parce qu'après, bon, on sait que
c'est un génie. Et en plus, maintenant qu'il est costaud, parce que c'est vrai qu'il a pris quand même de la masse, hein. Ça se voit physiquement. À un moment, pareil, il arrive à percer dans la défense, il met un petit cul à Toupou, tu vois. Enfin, bon, même si Toupou, il a une autonomie qui est proche de 6 minutes en top 14, bah, il a quand même, tu vois, il commence à être pénible maintenant à vouloir à mettre des percussions et tout. Pour les autres, ça va être assez chiant, tu vois, Attends, si maintenant il fait ça. c'est qui le deuxième ligne qui l'a pas déblayé? De... Tao Fefnois. Ouais, non, c'était juste pour être sûr. C'était une petite vérification, voir si c'était un coup de chance ou. Cet enculé. C'est vilain ça. Tiens, d'ailleurs, en c'est parlant vilain. de noms que t'aimes bien prononcer, on t'a coupé sur Yoram, Dylan. Yoram Moefana, ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, il revient tellement fort. Et en fait, il revient, il est plus fort qu'avant, même sur certains aspects du jeu. Parce qu'en fait, il est toujours aussi puissant, toujours aussi tranchant, etc. Mais là, il commence à vraiment tellement bien jouer dans la défense. C'était impressionnant ce match. Parce que vraiment, au rugby, tu peux jouer avant la défense, dans la défense ou derrière la défense, grosso modo, hein. Il savait très bien faire avant et après. Là maintenant, dans la défense, il a été impressionnant. Le nombre de portes qu'il ouvre pour les collègues, le nombre de défenseurs qui mobilisent sur lui, justement, en ayant la bonne course au bon moment, la bonne croisée, passer les bras derrière, il joue tout le temps, il fait tout le temps jouer après lui. Je l'ai trouvé impressionnant. Il fait un match qui est de très bon augure pour ce qui arrive là, les 2 prochains matchs par exemple, et évidemment pour ce qui arrive en février pour le tournoi destination, parce que jamais oublié que c'est quand même lui le 12 titulaire de l'équipe de France normalement. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous les supporters de rugby français, ce qui s'est passé ce week-end avec Yoram Moefana, qui est vraiment en train de retrouver un niveau, enfin il est aussi bon en fait que quand il s'est pété, Sachant qu'il a et commencé, peut-être il a même meilleur. commencé 13 là en plus. Oui, en plus il a joué en 13 et même en 13 il était ultra à l'aise. Et effectivement, après, avec la rentrée de Nico, il est passé 12, mais il était. Enfin, moi, je l'ai vraiment trouvé. Il est en train de développer son QI rugby, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, d'année en année, on le voit évoluer. On a toujours su qu'il avait un potentiel monstrueux. On a toujours su que physiquement, les cuisseaux qu'il a, tu te dis, bon, bah, si tu l'attrapes aux épaules, le gars, il continue à courir, en fait. Là, il commence à vraiment. Il s'améliore aussi en défense, où effectivement, Yann lui a répété pendant toute la première saison des UBBistes, baisse-toi Yoram. Bon, ça va mieux, et surtout, enfin vraiment, moi, il joue de mieux en mieux et son QI rugby se développe, son sens de la ligne, son sens de la lecture de ce qui se passe en défense, son sens des portes. Il passe pas juste en puissance, il arrive vraiment à ouvrir des portes pour les autres. Très 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 grand match de Yoram Moefana. Franchement, pour moi, il a crevé l'écran et pour moi, c'est lui l'homme du match côté UBB, même devant Mathieu. Ouais, c'est vrai, mais en plus, je te suis. C'est vrai que en re-regardant le match, en fait, il est sur plein d'essais et sur plein d'actions. Et c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo dessus. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse une parce que son match, il est vraiment très très sympa. Comme tu l'as dit, hein, il ouvre des portes. Je trouve qu'il ressemble de plus en plus à Aki, en fait, qui avait cette dextérité. Alors, il a toujours cette puissance, hein, avec ses cuisseaux terribles, mais effectivement, le fait d'arriver à bien distribuer comme un 5/8e, donc un deuxième 10, c'est la passe pour Duprez, la fixation est juste parfaite, quoi. Pareil, quand il fait cet appel de croisée pour Damien, tu vois, il ouvre facilement la porte, il met l'accélération qu'il faut. Je le préfère quand même en 12 maintenant. En plus, bon, il y a une machine en 13, donc forcément, c'est plus facile. Mais c'est un très beau joueur de rugby. Comme Damien aussi, hein, pareil, c'est un joueur que je faisais pas trop de vidéos en début de saison, et c'est Cyril à chaque fois qui me disait, mais il est énorme et tout. Et pareil, encore une fois, il fait depuis l'Afrique du Sud, c'est vrai qu'il enchaîne les belles prestations. Alors, il marque moins, mais par contre, à chaque fois, il arrive tu vois, à décadenasser des situations où, avec juste avec des courses, quoi. Et là, c'est le cas. Tu vois, il y a Yoram qui fait cet appel en croisée, bah, tout de suite, lui, il anticipe. Après, bon, il y a sa spéciale, il a un peu de chance parce que le rebond lobe le pied de Sun, et donc, du coup, il va marquer, mais encore un très beau match. Pareil, je crois que quand on rentre la première fois dans les 22, c'est lui qui dézone et qui me décale. Je crois que c'est Buros ou Louis. Donc ouais, on a une ligne de 3 quarts qui est quand même en pleine forme. Et donc ça fait plaisir parce que de toute façon, on en aura besoin pour les prochains matchs qui arrivent. Bon. Et aussi l'équipe de France.
Ouais, complètement. Bah, c'est vrai que là, l'équipe de France risque de nous priver de quelques joueurs si une certaine logique sportive est respectée. Je vous propose qu'on continue avec les titulaires, qu'on finisse peut-être avec un petit mot sur notre numéro 8 depuis maintenant, quoi, un mois ou deux. Qui veut se lancer? Dylan? Ouais, comme tu veux. À toi l'honneur, Yann. Bah, Mathieu, ouais, en plus j'ai l'impression qu'il ressent pas la fatigue et qu'il s'améliore de match après match. Alors bon, bien sûr, il faudra qu'on arrive à le reposer un jour parce qu'il enchaîne 80 minutes. Il a même eu le luxe d'être tellement performant que Jean-Luc Duprez, qui est quand même la recrue phare en 8, ben, elle est rentrée en 6. Donc ça montre la confiance du staff en Mathieu. Et je pense d'ailleurs qu'il va enchaîner encore. Parce qu'en fait, il s'est rendu indispensable dans ces moments-là, parce qu'on n'a plus de 8. Il y a Gazzotti qui est plus là. Les jeunes sont pas là. Duprez vient juste de revenir. Et c'est vrai il sait tout faire. Hein. Il arrive. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que forcément, il a pris de la masse, donc il est devenu plus puissant, plus véloce, mais il a toujours ce jump, et en fait, c'est ce jump qui est incroyable. Ce bloc saut tout seul, c'est assez sympa, quoi. C'est-à-dire qu'il monte très très vite. Alors, il faut être percho et costaud, donc bon, il faut pouvoir le lever, mais il y a 90%, c'est le saut et être gainé. Et après, bien sûr, bon, il faut avoir un pilier c'est pas Lucu qui peut le soulever, mais ce jump, il est juste incroyable. Je crois qu'il fait pareil. Alors, je sais pas s'il fait des contres, mais en tout cas, il force en faisant un bloc saut et donc après, on a des touches pas droites. Mathieu, il devient vraiment, vraiment, vraiment très, très complet. Et c'est vrai que plus ça va, plus il ressemble quand même à un joueur qu'on a perdu, Pizamou, dans cette capacité à répéter les tâches, à être bon. Alors, il est même meilleur en l'air, je trouve. Mais bon, il a moins d'expérience dans le rugby à 15, hein, mais en tout cas, c'est le joueur. Tu vois, l'année dernière, avant la blessure, t'as Sadi qui s'était révélé. On s'est dit, putain, ça y est, on a trouvé un droitier. Bon, après, il s'est fait mal au cou. Mais lui, voilà, on se dit, là, ce mois de novembre-décembre, c'est la révélation Mathieu en 8, où tu sais pas où il va s'arrêter, hein, forcément. On cherche toujours des 8, etc. En équipe de France, tu vois. Il sera peut-être appelé au moins dans le groupe France. Je pense pas qu'il sera titulaire, hein, mais il va être au moins appelé dans le groupe France. Et c'est vrai qu'on sait pas où il va s'arrêter, parce que c'est quand même un jeune joueur dans le rugby. Il a commencé tard, donc vu comment il évolue très très bien, il commence à comprendre un peu comment ça marche, etc. Donc on se demande où il va s'arrêter, le Temo Mathieu. Bah, il y a beaucoup de composantes qui font un bon joueur de rugby, évidemment. T'as le QI rugby, t'as les mains, t'as les capacités à jouer, etc. Ça reste un sport extrêmement athlétique. Et en fait, Mathieu, c'est un athlète hors norme. Vraiment, comme il y en a peu. Et j'avoue que j'étais très dubitatif sur l'aspect Mathieu en 8. Bon, bah, il est monstrueux. En fait, il est en train de. Je pense qu'il comble ses lacunes d'expérience et peut-être de connaissance du rugby à 15. Surtout le poste de 8, pareil pour les auditeurs qui maîtrisent pas trop tous ces trucs un peu obscurs là. Le poste de 8, c'est vraiment un poste qui demande grosse connaissance rugby. C'est un poste hyper spécifique. C'est très complexe à manier au niveau des tactiques, des stratégies, de plein de choses du placement. Euh, il s'est adapté à une vitesse folle. En plus, comme il n'est pas à la traîne niveau athlétique, encore une fois, niveau physique, bah du coup, en fait, il faut faire en sorte que son physique pèse sur le match. Et il me fait aussi penser à Samu, mais du coup en plus jeune et avec plus de potentiel, tu vois, et donc plus athlétique. Et pareil, il continue à prendre du poids, à se développer physiquement. Je sais pas où tu le situes en fait dans une troisième ligne titulaire de l'UBB. C'est très complexe. Le sujet Mathieu, en fait, a créé, je pense, des maux de tête au staff parce qu'il était là presque pour dépanner. Et dans une troisième ligne que tu imagines parfaite avec Gazzo en 6, Woki en 7 et Duprez en 8, par exemple, bah Mathieu, c'est peut-être le super sub ultime qui peut jouer un peu partout et qui peut peut-être même faire ce truc qui fait rêver tous les entraîneurs, aller dépanner à l'aile ou au centre, tu vois. Moi, je le trouve impressionnant et je suis très heureux qu'il se révèle à ce moment-là de la saison où l'hécatombe en troisième ligne nous tombe sur le coin de la tronche, tu vois. Donc bravo Mathieu parce que il a commencé le rugby il y a vraiment pas longtemps, on rappelle, hein. Famille de rugbyman, mais bon, et surtout lui il vient du basket.
évoluer aussi vite dans un club aussi compétitif, dans un championnat aussi difficile que le top 14, franchement, chapeau quand même. Ouais, puis bravo à la cellule de recrutement du coup qui a flairé Ouais. le filon et le bon coup. D'ailleurs, il y a un épisode de Un bord terrain, le podcast du club avec Mathieu, là qui est sorti, je crois que c'est la semaine, c'est le dernier, donc la semaine dernière, où il explique d'ailleurs que il fait partie de la liste objectif 2028 de France 7. Mais il explique qu'en gros, nous on pensait qu'il allait avoir des obligations pendant cette deuxième partie de saison, mais il a l'air de pas trop être au courant ni de savoir exactement quand est-ce qu'il va devoir partir, s'il doit partir. Donc a priori, on risque quand même de le garder si on en a besoin. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le club. Un dernier titu que Yann, je sais que tu voulais mettre en avant. D'ailleurs, tu as fait une vidéo sur son essai. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo, elle explique très bien l'essai que met Cyril Cazot suite à une pénalité jouée à la main par Maxime Lucu dans les 5 mètres du Racing. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Bah, très bien, hein, pour un match sur un retour, quoi. En plus, on n'avait pas Coleman et c'est vrai que tu vois qu'il nous manque parce que Caso quand même reste même si en début de saison il a été un peu en difficulté, ça reste quand même un des gros porteurs de notre équipe. Il avance systématiquement, il fait mal et surtout il arrive à le faire pendant très longtemps. C'est un des rares joueurs chez nous qui arrive à avoir cette présence pendant 80 minutes, pouvoir jouer 4, pouvoir jouer 5 et surtout répéter. La finale c'était pareil hein, contre Northampton, hein, c'est lui qui va me marquer et en plus comme Boniface, il a ce sens de l'embut, tu vois, il arrive à trouver la bonne position pour pas se faire coffrer. Et c'est vrai que j'ai mis en avant cet essai parce que, alors, il y a rien de bien compliqué hein, dans l'essai qu'a marqué Caso. C'est assez simple, mais c'est extrêmement bien joué. Je vous invite à aller regarder. Au début, ils font péter une première cellule. Juste pour dire, allez regarder sur le compte Twitter de Yann Ouais, Tuisova UBB ou cherchez Yann UBB sur X pour voir la vidéo. C'est vrai qu'il y a quand même un petit truc qui aide sur cet essai, c'est d'avoir un Big Ben qui te fixe 7 défenseurs à lui-même sur sa charge. bah c'est ça. Ça, c'est typiquement le genre de stratégie. Quand tu joues à la main, bah, forcément, il faut que tu aies ton premier porteur qui fasse boule de bowling. Et en fait, c'est ce qu'il fait. Parce qu'en fait, sur la première percussion, c'est assez rigolo. Il y a 3 gros de l'UBB, donc 3 joueurs qui jouent devant. Et tu as les 7 joueurs du pack du Racing qui sont autour du ruck ou à 1 mètre du ruck. Donc en fait, sur une passe, sur une percussion, en fait, il a resserré toute la défense et tous les gros parce qu'ils étaient à 7 contre, ils étaient à 7 puisqu'il y avait Escobar qui avait pris le carton jaune. Et donc après, ben forcément, la deuxième cellule, nous, il y avait, en fait, il y avait une deuxième cellule où tu avais une cellule de 3 avec Duprez, Woki, et le dernier, ça devait être Barlow. Et dans le dos, il y avait Mathieu et Caso. Et donc, en fait, il y avait 5 avant face à des 3 quarts. Et donc forcément, eh ben, tu as plein de possibilités. Et là, le truc qu'on a fait, c'est une petite feinte de portée. Et Woki, qui était le joueur du milieu de la première cellule, ben, il fait une passe un peu en faisant une feinte de portée. La passe est masquée. Et après, en fait, il y a Caso qui arrive plein fer sur les 3 quarts. Alors même si c'est Tuisova, donc qui peut être compté comme un avant, hein, parce que vu comment il est massif, le problème c'est qu'il est masqué et il se le prend plein fer sans pouvoir avancer sur le joueur. Et donc forcément, ben, ça recule à l'impact. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que il y a plusieurs entrées dans ces types de lancements parce que Woki peut garder et ça peut faire un porté. On peut faire passer une zone de ruck. Et en fait, après, on était en surnombre sur l'extérieur, donc parce que tu avais du Jalibert, du Louis, etc. Donc, ouais, c'était assez intéressant de voir ça et un peu de l'étudier. Donc, il n'y a rien de bien méchant, mais c'est sympa à regarder. Et c'est vrai que c'est un essai en plus qui compte bien parce que c'est le premier essai qu'on marque en supériorité. Il restait, je crois, 2 minutes ou 3 minutes du carton jaune, donc, et ça nous fait repasser devant. Donc, ouais, c'était un essai un peu pour nous mettre la tête à l'endroit. Et c'est là où aussi on se dit, bah, je pense qu'on va l'évoquer. À Clermont, on avait un peu critiqué. Le coaching en fait de Yannick Bru, bon, là forcé de constater que le coaching était parfait et c'est vachement plus facile le rugby quand tu fais rentrer des gros porteurs quoi. Ouais, mais il y a deux choses. C'est à la fois, oui, effectivement, là, le coaching a été très bon parce que la stratégie a été payante. Donc déjà, enfin, par rapport effectivement à ce qu'on avait pu dire sur le match de Clermont, là, chapeau bas à l'ensemble du staff et à Yannick Brut pour son coaching. Et d'ailleurs, il disait un peu ironiquement en conférence de presse,
bah, c'est vrai que la vie est quand même beaucoup plus facile quand tu récupères tes gros porteurs. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont fait le dos rond quand même en début de saison, où il y a eu assez logiquement des critiques sur certains matchs. Mais il disait, nous on a accepté les critiques, mais on savait aussi qu'il nous manquait du Jean-Luc Duprez, du Big Ben. Donc il savait qu'il y avait des gros porteurs qui étaient pas là et des joueurs comme Lucu, enfin bref, tous les absents qu'on savait. Là, c'est quand même déjà beaucoup plus simple de construire une stratégie quand tu as autant d'outils à disposition. Bah, surtout que notre système de jeu, il est basé là-dessus aussi. Parce qu'on pense toujours à notre ligne de trois quarts, etc. Mais il y a deux trucs pour que notre ligne de trois quarts elle fonctionne aussi bien. Faut des rucks rapides, ça on le fait très bien. Sous l'air bru, ça sort vite, ça sort bien, ça sort propre. Et il faut des gros porteurs en fait. Il faut que tu puisses avancer devant pour justement mettre tes arrières dans la profondeur et dans l'avancée. Donc sans tes gros porteurs, notre système de jeu il fonctionne beaucoup moins bien. Et là, on l'a vu effectivement à partir de la 50e, quand les gros porteurs arrivent, quand Duprez il transperce à chaque fois, quand Caso il continue à transpercer et quand Big Ben rentre. Bah du coup forcément derrière, en plus t'as Loulou et Nico qui rentrent, qui sont frais contre une équipe du Racing qui est cramée. Bon, bah bon courage, hein. À chaque fois qu'il accélère, Loulou, tu le vois sur le dernier essai, il met un coup d'accélération en 3 pas, il a trouvé la porte et personne ne le suit en fait. Parce que déjà ils sont cramés, mais aussi parce que quand à force de les enfoncer, d'avancer devant et d'avancer vraiment, c'est parce que Caso, comme Big Ben, comme Duprez, ils ont avancé vraiment à chaque impact. Et des fois, ça a avancé beaucoup. C'est-à-dire que des fois, tu prends 5-10 mètres après impact. Donc, c'était assez impressionnant. Gazzo est pas là. En plus, donc si tu remets Gazzo dans cette espèce d'équation de gros porteurs et de violence, hein, parce que là vraiment c'est ça aussi en fait, c'est cette violence maîtrisée et sportive évidemment, mais cette violence que ça t'apporte, cette envie et cette physicalité en permanence, bah derrière ça déroule et derrière vu qu'on a peut-être la meilleure ligne arrière de la planète, si les gros porteurs les mettent dans les bonnes conditions, bah, on a vu là, hein, dès que ça a cliqué, après c'est mort, tu les rattrapes plus les gars. Ouais, puis Duprez, c'est vrai que lui, ça fait quoi, 3 ou 4 mois qu'il a pas joué. On savait qu'il avait quand même une grosse densité. Moi, je suis un peu plus surpris par sa vitesse. Tu vois, je le voyais pas me faire des petites percées comme ça. Donc, Ça percé à la 51e, c'est une folie, hein. ouais. Vraiment, hein. Donc, il a été bien mis dans l'intervalle par Yoram. Et après, ouais, je pense même qu'il peut y aller tout seul. J'ai l'impression qu'Abossi a lâché le plaquage. Bon, visiblement, il adore faire les chisteras. Il m'en a fait une autre après. Mais ouais, et puis là où il est intéressant, et on l'a vu directement, c'est en fait, alors pour le coup, Abossi, c'est un platane, mais lui, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de gros séquoia. Parce que quand Hughes balance le troisième ligne, donc le troisième ligne, c'est un 6. Alors, c'est pas le plus costaud, mais il doit faire 110 ou 115 bars. Bah, l'autre, il s'est planté la tête dans le sol, quoi. Parce qu'il a pas bougé, Duprez. C'est vraiment un monstre. Et encore une fois, après, pareil, hein, il y a un petit impact. Au début, t'as l'impression qu'il recule. Il arrive à un peu pivoter. Hop, ils avancent après avec Matthew de 5-10 mètres. Ouais, lui, il va nous faire du bien. Effectivement, Dylan, il a raison, hein, quand on va avoir notre pack, alors notre pack, il faut compter les 8 titulaires et après tous les remplaçants, mais quand tu auras du Big Ben, du Caso, du Gazzotti, du Coleman, même la mode Barlow, qui sont quand même des mecs qui sont plutôt à l'aise là-dedans. Matthew, enfin, tu vois, on va commencer. Même des beaux chatons, hein. Ouais, ouais, Beauchaton, c'est pareil, hein, c'est pas aussi physique et tout, mais il est partout, il est tout le temps, il est épuisant, tu vois. on va commencer à avoir un pack bien, 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 bien pénible. Bien Et pénible. d'ailleurs, ça va. Enfin, pour revenir un peu sur la stratégie, ça pose aussi la question, est-ce que cette stratégie-là, du coup, de ne pas avoir tes All-Stars, tes fusées d'entrée de jeu, est-ce que sur des gros matchs, ça vaut pas le coup de la retenter, ou est-ce que c'est plus pertinent d'avoir d'abord ton équipe type et ensuite des Van Rensburg, des Retiers qui rentrent? C'est Ouais. peut-être une Ça dépend question. contre qui tu joues. Ouais, et je pense aussi. Mais du coup, je pense que ça fera poser la question au staff de l'UBB. Bah, alors, en top 14, pourquoi pas? En Champions Cup, non, parce que tu sais, t'as toujours un nombre de remplacements limité. Donc en fait, les mecs, tu dois les faire péter.
tu vois, tu vas les faire péter à la 60e de la même façon, mais il faut quand même que tu aies mis du rythme avant, parce que tu as quand même des équipes qui sont préparées pour. Top 14, pourquoi pas, mais après, dans les phases finales, quand même, on va rencontrer des équipes qui seront plus préparées. Parce que là, je trouve quand même que le Racing, physiquement, il y avait, enfin, c'est quand même assez inquiétant, hein. Tu as des joueurs qui sont hors forme, hein. Euh, Ouais, mais le il Toupou, y a peut-être aussi, il paye. Oui, Toupou, mais il vient d'arriver et il a dit qu'il allait trop manger à Noël. Mais t'as aussi le côté où, tu vois, tout le monde dit certaines équipes balancent des matchs à l'extérieur. Et on disait, bah, le Racing ne balance pas de matchs à l'extérieur. Ouais, bah, peut-être que du coup, ils auraient dû. oui, non, par contre, ça, il faut les féliciter quand même, parce que, bon, mine de rien, enfin, je faisais pas les fiers. C'est-à-dire que si Abossi marque l'essai et que tu passes à 27-15, bon, tu as quand même un coup de pression. Je pense qu'on aurait pu gagner, mais on n'aurait pas mis les 47 points qu'on a mis en une demi-heure. Mais voilà. Moi, je pense qu'on peut pas se permettre de pas commencer avec la patrouille de France si elle est dispo. Voilà. Je Ah, pense que ça pas... dépend vraiment de qui t'affronte, hein. Parce que là, le coaching était parfait parce qu'effectivement, ils ont vu une équipe et puis ça a marché. Enfin, tu vois, le vainqueur a toujours raison à la fin, mais ça a fonctionné dans ce contexte-là contre un Racing, effectivement, qui était hors forme. Enfin, il y a beaucoup de joueurs hors forme, moi je suis d'accord. Un pack ultra dense, du coup peu mobile, hein. Et donc, l'idée c'était de les fatiguer. Et quand tu rentres à la 50e, des mecs qui courent vite, si les mecs en face ils sont fatigués, c'est plus facile. Sauf que après, bah, je te fais pas la transition toute faite, Cyril, mais tu joues contre Northampton par exemple, tu peux pas te permettre de pas commencer avec toute ton équipe au complet. Il faut que tes joueurs stars, ils aient, enfin, il faut que les Penaud, les Loulous et tout, dans ton esprit, ils jouent 80 minutes, tu vois. Ouais, je suis assez Tu vois, d'accord. Par contre, ça peut être une bonne alternative pour les matchs à l'extérieur. C'est-à-dire que tu veux ah oui, tenter des coups, tu veux aussi économiser tes premiums. Bah, du coup, avec ce genre de tactique-là, bah, tu les fais un peu moins jouer. Par contre, si tu es si t'es encore dans le match à la 50-60e, bah, tu peux aller chercher la gagne grâce à ce genre de stratégie. ça, je suis d'accord. Pour le coup, le Stade Toulousain le fait pas mal. Tu vois, Ouais. ça arrive souvent. Il y a 2 ans, il était venu comme ça avec un très gros banc, qui était rentré assez vite d'ailleurs, mais ça a failli nous coûter le match. Et d'ailleurs, ça aurait dû nous coûter le match parce que Beauchaton avait mis le pied en touche. Ouais. Mais voilà. Mais je suis d'accord. Dans les matchs comme ça, effectivement, après, quand ce sera les gros matchs, typiquement le match qu'on va jouer ce week-end, on pourra pas les faire péter physiquement. Par contre, tu peux équilibrer ton banc. Effectivement, le nombre de porteurs que tu veux mettre titulaires et sur le banc, ça peut être extrêmement intéressant parce que, un peu comme on avait fait à Northampton, tu vois, à la mi-temps, tu avais fait rentrer du Big Ben, etc. Bon, mais ça, tu peux le faire. Équilibrer les porteurs et quand les gros sont un peu plus fatigués, tu peux faire rentrer du lourd qui vont te mettre dans l'avancée et ça oui. Mais par contre, après les mecs derrière, je pense que full titu. Bah, tu peux te dire qu'il faut toujours un gros porteur, par exemple. Enfin, pareil, pour les gens qui suivent moins ce genre de spécificité du rugby, tu peux te dire qu'il faut toujours un gros porteur. Donc, effectivement, par exemple, il faut soit Duprez, soit Big Ben sur la pelouse. Tu vois, les deux en même temps, alléluia, mais il en faut au moins un des deux. C'est un exemple où il faut au moins Coleman, au moins Caso. Enfin, il faut au moins un gros porteur au minimum. Et pas, par exemple, faire que un banc avec que des gros porteurs. Et par contre, pendant 50 minutes, t'as pas de gros porteurs du tout. Effectivement, faut trouver un équilibre là-dessus. Et sur des coups à l'extérieur, par contre, effectivement, c'est pas une idée débile du tout. Écoute, on fera un petit texto à Yannick pour lui souffler l'idée, comme s'il n'avait pas. D'ailleurs, mais je me demande si à Pau l'an dernier, Louis, il rentre pas en cours de jeu, tu vois, quand il marque l'essai en fin de match. Faudra vérifier. Je me Bref, rappelle plus. je pense qu'on a passé assez de temps sur ce match-là. On a passé, je pense, une demi-heure sur les points positifs. Donc, bon, c'est quand même relativement bien régalé. Avant de passer au match de Northampton, on va tout de suite faire un tout petit point classement. Et pour commencer ce tout petit point classement, à noter que désormais Toulouse est en tête du top 14 avec 48 points grâce à sa défaite bonifiée à Perpignan et que Pau est deuxième. Eux aussi ont perdu, je ne sais plus contre qui. Le loup. Le Loup, au Loup. Ouais, à l'extérieur. Donc ils sont à 47 points et derrière 3 équipes à 39 points. Donc le Stade français Paris 3e, l'UBB 4e et Toulon
5e avec 39 points. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi le Stade français Paris est 3e alors qu'ils ont une différence de points inférieure à celle de l'UBB par exemple, et pourquoi Toulon est 5e, c'est une question de... Point terrain. Super, un point pour toi Yann. Donc point terrain, ça marche à la fois quand il y a 2 équipes égalité, mais aussi quand il y en a 3. Donc on fait la somme des points engrangés dans les matchs entre chacune des équipes. Très Voilà. bien quand c'est un quiz la prochaine fois par contre. Ouais, Je me ouais, suis oui, humilié par Yann, mais je dis rien. Les points terrain, voilà. Ouais, bah oui, mais faut être un peu plus réactif, arrêter de ronfler pendant qu'on parle, monsieur. Et allez. Autre fait marquant, Bayonne qui 9e. Bon, après, ils sont pas très loin, ils sont à 5 points de l'UBB, mais ça descend doucement. La Rochelle qui remonte après les 66 à 0, quelque chose comme ça, infligé à Toulon dimanche soir. Lyon qui est toujours 12e, Perpignan qui passe 13e et Montauban qui est 14e. Voilà, on va pas trop s'y attarder parce que ce qui nous intéresse cette semaine, c'est quand même le retour de la plus belle compétition du monde. Et on va du coup attaquer la Champions Cup, le retour pour ce 3e match de poule. Alors on a sauté les actus du club parce qu'on n'avait que la prolongation de Saleh Sirayassi, mais qui date maintenant d'il y a un peu plus d'une semaine, donc on n'en avait pas parlé la semaine dernière. On va pas en parler cette semaine. C'est une très bonne nouvelle, je pense qu'on est tous les trois d'accord. Donc place désormais au choc, le remake de la finale 2025 UBB Northampton dimanche à 16h15 qui sera diffusé sur France Télévisions. Ça risque d'être le choc des titans. Yann, t'en penses quoi toi de cette équipe de Northampton? Tu as pu la voir un peu cette année ou pas du tout? Mais j'ai vu en Champions Cup, principalement. Et après, j'ai regardé quelques petits extraits, notamment de leur match contre les Queens. Bon, après, de toute façon, on va pas être surpris, hein, c'est la même équipe que l'année dernière. Un pack, en fait, c'est une équipe qui nous ressemble clairement. C'est-à-dire qu'il y a un pack qui est assez sous-estimé, qui est extrêmement mobile et qui possède des joueurs de grand talent. Je pense notamment à Coles, qui est juste monstrueux, le second ligne. Je le trouve vraiment très très fort. Alors ils ont perdu Augustis qui était le 8 sud-africain qui est parti à Ulster, qui leur a mené un peu cette activité notamment de porteur. Mais finalement ils ont recruté et ils ont réussi un peu à faire décoiner le second ligne du Stade français, Van der Mesch, là, le 5 Sudaf. Et forcément, enfin, on n'est pas surpris hein, dans un effectif qui joue beaucoup, qui amène beaucoup de jeux. Bah, il est meilleur lui parce que forcément physiquement il tient plus que l'année dernière au Stade français. Et puis après derrière c'est une belle équipe. Alors ils ont quelques blessés, je sais pas où ils en sont. Je sais qu'il y a eu un peu de la casse ce week-end, notamment le Digwall le 12 qui est sorti assez tôt. Alors je sais pas si c'est juste de la précaution ou quoi. Le centre anglais qui était titulaire en l'absence de Ollie Lawrence. Et du coup, comme ils ont des petits problèmes au centre, c'est Freeman qui dépanne en 13 et qui dépanne très bien. Franchement, ça peut faire un sacré duel avec Nicolas Porter. J'aime beaucoup parce qu'il touche beaucoup plus de ballons. Alors, il est moins dans ce rôle de chasseur sur les ballons hauts, où il est très fort. Mais par contre, c'est vrai qu'il touche plus de ballons et tu as pas mal d'espace. Donc, c'est vraiment un très, très, très gros danger en 13. Et après, ouais, en blessé, il y a Furbank encore. Lui, il n'arrive pas à s'en sortir. Il avait été blessé toute l'année dernière. Il avait mangé un KO d'espace par Buros en finale. Et là, contre Pau, il revient et bam, il se reblesse. Je sais pas où il en est, mais ouais, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux en 15. C'est un très, 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 très bon 15, qui était d'ailleurs le 15 titu en Angleterre. Euh, et, euh, et il a du mal à revenir avec ses blessures. Donc quelques absents. Et je te dis, au centre, il y a Digwall qui est sorti tôt, Hutchinson aussi qui est rentré et après il est ressorti. C'est Belot qui est rentré centre. Donc il y a peut-être un peu encore de la casse au centre. Et puis après, on présente plus la charnière internationale anglaise, Smith-Mitchell, qui est juste une excellente charnière européenne, même mondiale. Donc même si j'aime pas trop Mitchell, il fait quand même des lourds matchs avec Northampton. Mitchell, en plus, il est capable de passer complètement à côté. Enfin, ça, c'est assez impressionnant. C'est qu'il peut faire des matchs très propres, il peut avoir même des belles envolées et tout. Par contre, il est capable de faire des matchs cataclysmiques. Ouais. Quand il est mauvais, il est vraiment mauvais. Tu vois, il est pas moyen. Enfin, pour comparer justement à une charnière internationale qu'on connaît, Maxime Lucu, quand il fait pas un giga match, c'est déjà assez rare,
il fait pas des matchs cataclysmiques en fait. Mitchell, il peut faire des matchs où il loupe tous ses coups de pied. Voilà, ça peut arriver. Je fais avant le dimanche quand même, parce que moi j'adore la Champions Cup, je suis comme toi, Cyril. Le dimanche, l'enchaînement Toulon-Munster, Harlequin Stormers, UBB Northampton, Saracens Toulouse, pouah, ça rappelle les grandes heures de la H-Cup. Enfin, là, ça me renvoie à l'adolescence quand la H-Cup était vraiment la compétition qu'il fallait pas louper. Ouais. Ça me fait plaisir. Parce que j'adore vraiment, vraiment la Champions Cup. Donc je suis Et en content. plus, ce qui faisait bien dans la Champions Cup, c'est aussi le fait que les clubs anglais soient forts. Oui. Ces dernières années, c'était pas forcément le cas. Enfin, il y a Non. eu les Saracens il y a un peu de temps maintenant, hein, c'était l'époque de Toulon, donc 2010. Et là, c'est bien qu'ils reviennent un peu. Donc les Saris qui reviennent, les Basques qui sont toujours aussi costauds, et Les Northampton Queens qui sont là, Northampton, ouais, effectivement. qui s'inscrit. Northampton qui a l'air vraiment de s'inscrire comme la meilleure équipe anglaise, parce que visiblement ils arrivent toujours à faire des gros résultats, hein. Ils ont quand même balancé 40 pions à Baf chez eux. Alors, Ouais. j'ai pas vu le match, J'allais mais venir, ça d'ailleurs, c'est que Northampton avec une est équipe mixte. plutôt en forme, hein. C'est Mais ils sont premiers. premier de Premiership. Ouais. 7 victoires, un match nul et une défaite sur 9 matchs. Si tu regardes un peu les matchs récents de Northampton, c'est effectivement, ils collent plus de 40 pions à tout le monde. Quand on regarde leurs 2 premiers matchs de Champions Cup, ils sont allés gagner à Pau de 8 points, 27 à 35. Ils ont ensuite étrié une équipe, j'imagine, mixte des Bulls, 50 à 5. Et en fait, la dernière défaite de Northampton, c'était contre Bristol, qu'on va ensuite nous affronter la semaine suivante à Bristol sur le score de 46 à 12. Et avant ça, ils avaient également perdu en coupe contre les Tigers de Leicester. Mais si tu regardes les matchs précédents, là ce week-end, ils en collent 66 aux Queens. Au Queens, ouais. Ils sont en forme. Non, mais, ouais, ils vont être pénibles, hein. À Pau, je te coupe Dylan 2 secondes. À Ouais, Pau, vas-y. c'est peut-être leur plus mauvais match, je trouve. Alors peut-être que c'était pas la même adversité, mais Pau n'était pas venu avec une équipe quand même. Enfin, il manquait énormément de monde. Tu vois, il y avait pas la Claya était pas là, je crois. Il y avait pas Tissot qui était blessé, Gaëton était pas là. Bon, il manquait énormément de monde, mais Ouais, je mais trouve que c'est ceux que tu as cités, ils n'étaient pas là à Chaban non plus, ils nous ont battus, hein. c'est pas faux. Ouais, puis, en Premiership, par contre, à tempérer, c'est comme chez nous cette saison. Les écarts de score de 40-50 points en Premiership, c'est quand même hyper récurrent. Là, effectivement, ils sont en forme Northampton. Après, le fait d'en mettre 60 au Harlequins, c'est équivalent à La Rochelle qui en met 60 à Toulon. Ça veut pas dire que La Rochelle va gagner le championnat et que Toulon va finir derrière La Rochelle. La Premiership, c'est quand même beaucoup ça depuis pas mal de temps. Donc il y a ça à tempérer. Après, je pense que ce match, par définition, c'est le plus gros match des phases de poule. Puisque c'est l'affiche de la finale de l'an dernier. Donc tu peux pas difficilement faire mieux quand même. Et moi, il y a un truc avec Northampton, c'est qu'effectivement, les individualités sont incroyables. J'en avais absolument pas peur la saison dernière. D'ailleurs, je crois que je l'avais dit ici. Je pensais vraiment qu'on était une équipe, pas très au-dessus, mais assez facilement et assez largement au-dessus de Northampton, à peu près à tous les postes. Sauf qu'entre-temps, Northampton a fait une finale de Champions Cup, donc ils ont appris. Comme nous d'ailleurs, hein. Mais nous on avait des joueurs qui avaient déjà beaucoup d'expérience. Tu prends les Penaud, les Loulou, les Jalib, les Lucu et tous, c'est des mecs qui ont fait des 6 nations, qui ont joué des matchs hyper importants, qui avaient fait une finale l'année d'avant de top 14. C'est des mecs qui ont une vraie expérience en équipe de France, etc. Donc ils connaissent les grands rendez-vous. Oui, ils ont joué une Coupe du Monde. Ils ont joué une Coupe du Monde, voilà, par exemple, tu vois. C'est des mecs, une Coupe du Monde à la maison en plus, avec ce que ça implique de pression, avec un match d'ouverture contre les Blacks, avec le quart de finale contre l'Afrique du Sud, enfin bref. Donc on avait plus d'expérience, on avait aussi, à mon avis, plus de talent à pas mal d'endroits. Là, Northampton, entre-temps, il y a eu la finale de Champions Cup, mais il y a eu surtout la tournée des Lions britanniques. Et ils avaient pas mal de joueurs qui étaient chez les Lions. Et des gars comme Finn Smith, des gars comme Henry Pollock, hein, des gars comme Freeman. C'est des types qui manquaient peut-être de cette expérience ultra au niveau international, les matchs giga importants, qui leur a fait défaut en finale. Là, ils arrivent avec l'arme d'une tournée des Lions britanniques. Et pour moi, ça change tout. Et cette équipe de Northampton cette saison me fait peur pour le coup. Voilà. Mais ils ont peut-être les Lions britanniques, mais nous on a le Lion Léo qui sera là à Chaban.
et qui fera des roulades. Et ça, c'est important. C'est important Et à qui va préciser, lancer bien des sûr. hola pour ton plus grand Bien sûr. plaisir, bien évidemment. Et des Bah oui, merci parties, Léo. même s'il ne parle pas Léo. Non, mais Non. effectivement, ils ont visiblement progressé. Mais en tout cas, ça va être un vrai test. On va vraiment voir si est-ce que le niveau entre la première chip et le top 14 c'est réduit. Là, de toute façon, on a deux tests grandeur nature, hein, à domicile contre Northampton et à l'extérieur contre Bristol en suivant, sachant Ouais. que ce sera quasiment des effectifs au complet des deux côtés. Et quand je dis quasiment, vous me voyez venir, c'est que on a appris aujourd'hui, ce mercredi, l'absence pour 4 à 6 semaines de l'âme de notre équipe, le capi-chef. Maxime Lucu, entorse au genou visiblement à l'entraînement cette semaine. Alors tout le monde titrait incertain pour le début destination, autant vous dire que moi j'étais plutôt surtout absent les 3-4 prochains matchs, donc c'est surtout ça qui est embêtant. Donc ça peut être embêtant. Toujours est-il que si derrière on arrive à aligner les 14 joueurs type de notre effectif, bon, ça devrait pas trop se faire ressentir. Mais est-ce que, déjà peut-être avant de passer sur une compo possible, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur cette absence ou on passe à la compo? Juste assez simple, hein, c'est vrai que ça fait chier. Bon, cette saison, elle est un peu galère pour lui, hein. En plus, il se fait cette petite blessure au pouce et là maintenant au genou. Bon, c'est comme ça arrive. C'est un joueur qui est jamais blessé. Et ben voilà, il faut des saisons où t'as un peu plus de pépins. On est quand même content parce que voilà, c'est qu'une entorse. Le genou, ça peut vite finir à la fin de saison. On a des joueurs, il y a un joueur, ça fait 14 mois hein, qu'on doit le voir et on le voit pas. Sweeten. Donc voilà, ça peut être très très grave, une blessure au genou. Donc que 4 à 6 semaines, c'est-à-dire que c'est une légère entorse. Voilà, c'est un moindre mal. Il va encore faire du frais. Il va pouvoir faire du frais. Mais c'est vrai qu'on perd vraiment, tu vois, tu perds un mec qui est un gros combattant autour des rucks, qui connaît parfaitement Mathieu et surtout qui est probablement l'un des meilleurs joueurs avec Dupont dans le monde sur l'occupation. Donc c'est sûr que tu perds un membre important de la charnière. Et c'est sûr que ça va même changer de stratégie, forcément, parce que tu perds ce pied-là. Il y a un truc Et- j'ai vu un truc qui m'a fait marrer sur Twitter, c'est déjà la première blessure diplomatique d'un Bordelais pour pas aller à Marcoussis et Cyril Ban. Je l'ai vu aussi. Ouais. Mais Mathieu, il le fait juste avant le tournoi de destination. La veille à chaque fois, la veille de la liste. Non, par contre, justement, parlant de Mathieu, moi, au-delà de tout ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, perdre Maxime Lucu, c'est dramatique, hein, qu'on le veuille ou non. Va falloir par contre que il y ait des joueurs qui prennent le relais au pied et prennent les responsabilités. Va pas falloir tout laisser à Mathieu, parce qu'on rappelle que Mathieu, petite fragilité au niveau des ischios, par exemple, voilà. Au niveau des muscles qui sont très sollicités quand tu tapes au pied. Donc ce serait bien de pas faire un suraccident et de pas péter Mathieu parce qu'on lui a laissé, on lui a confié le jeu au pied, que ce soit transformation, que ce soit pénalité et que ce soit surtout occupation. Va falloir faire ça intelligemment parce qu'ils se répartissent le jeu au pied tous les deux quand ils sont tous les deux, ce qui fait que déjà tu sais pas d'où vient le danger quand tu es en face au niveau de l'occupation, mais en plus ça repose Mathieu parce qu'on sait que Mathieu quand il est trop sollicité au niveau de ces muscles là ça peut péter. Donc moi c'est le premier truc que je me suis dit, c'est ah merde, va falloir surcompenser l'absence de Lucu, va falloir que les joueurs autour prennent des responsabilités. Voilà. Ouais. Après, ça a été le cas sur toute la première partie de saison, en tout cas pendant l'absence de Maxime. Euh, oui, Ouais, mais tu vois, je suis assez d'accord. On perd quand même un artilleur avec une longueur, notamment sur les dégagements, qui va quand même poser un peu souci. ouais, c'est ça, parce qu'à Perpignan, tu te rappelles, Jalibert, je crois qu'il a dû faire 30 ou 40 coups de pied, quoi. Et Pagerello, il n'en a pris aucun, quoi. Ou très peu. Ouais. Donc bon, il faudra qu'il prenne un peu plus. Ouais, bah oui, ce serait bien qu'il en prenne un peu plus, Martin, s'il joue. Ou, Mais en tout cas, ouais, voilà. mais Oui, bon, ouais, bon, il y a peu de doute quand même. peut-être Du tout, il est blessé. Bon, Rottière, c'est pas, on peut pas mettre Rottière titulaire, c'est impossible sur un match comme ça. non. C'est impossible. Et après, on Bah, n'a pas surtout, d'espoir derrière. Martin est apte, donc, visiblement, en tout Oui, cas, voilà. il n'y a Donc il n'y pas a pas de de, débat, y a quoi. pas de, a priori. Je vous propose, du coup, en première ligne, une première ligne identique à celle de ce week-end. Perchaud, Lamotte, Sadi,
avec une deuxième ligne, enfin avec une deuxième première ligne identique à celle de ce week-end. Poirot, Barlow, Tamifuna. Je vois pas de raison de changer particulière. Bah, il y aura peut-être une inversion, c'est Oui, possible, entre Poirot et Perchaud, parce que c'est vrai qu'ils alternent souvent un match sur deux. Donc pourquoi pas, en plus, Poirot, je pense, a envie de se battre contre Northampton. Ce que j'allais dire, il faut mettre Poirot juste pour le c'est vrai, spectacle. c'est vrai. Juste pour le divertissement. Ceux qui voient pas à quoi on Mais fait référence, c'est l'agrippage, ça se dit l'agrippage? ouais, c'est ça, ouais, peut-être. Ouais, ça se dit, vas-y. Le contentieux Poirot-Pollock à la fin du match qui a valu à Jefferson un petit col de maillot déchiré pour les photos en soulevant le trophée. Mais après, s'il est titulaire, il y a quand même de fortes chances que Pollock soit encore sur le banc, parce que il est vraiment utilisé comme un impact player, comme avec les Anglais, l'équipe nationale. Donc à voir s'il débute ou pas, ou s'il le laisse encore sur le banc et qu'il rentre, tu vois, les dernières 20 ou 30 minutes, parce que c'est vrai qu'il est fort quand les défenses sont un peu plus fatiguées et qu'il y a un peu plus d'espace. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de lui, hein. On l'a un peu nié. Non, mais c'est bon, les gens en parlent assez de Pollock, je pense. Enfin, c'est pas. Non, vraiment, hein, je pense que c'est bon, on en parle assez. C'est un très bon joueur, mais je pense qu'on en parle assez, vraiment. On n'en parle assez, toujours est-il que j'ai qu'une hâte de voir l'accueil de Chaban pour Pollock. Et puis même, enfin, oui, on en parle peut-être un peu trop, mais on va attendre de voir dès qu'il va toucher la balle, de voir les Ça va accrochages. être C'est le mot sympa. que je cherchais tout à l'heure, accrochage avec les Bordelais. Enfin voilà, on va aimer le détester. Enfin, et même moi, je le déteste pas particulièrement, mais c'est vrai que c'est de l'entertainment à lui tout seul et on veut voir en fait la suite de cette finale. En Le tout cas, premier impact de Jean-Luc Duprez sur Pollock, juste pour voir un truc. en tout cas, il y aura les caméras qui, ça va jouer avec, hein. Ah, Ça va être c'est sympa, sûr, je pense. c'est sûr. Bah, j'ai hâte. Moi, j'ai juste envie, c'est qu'il marque un essai, qu'il fasse sa petite célébration, un peu comme en finale où il a fait son calma et que l'essai avait été refusé, et que derrière ça tourne bien pour l'UBB. Voilà pour la première ligne. En deuxième ligne, alors je pars du principe que Coleman, en fait, dans les images de l'entraînement du jour de l'UBB, on voit pas Ouais. tellement Coleman, donc il n'était pas là ce week-end. Donc je vais partir du principe qu'il est de nouveau pas apte, vu qu'il n'était pas là, il était pas là ce week-end. Non. C'était qui le deuxième en remplaçant en deuxième ligne? Et bien, en fait, il y avait Jacobs et Duprez. Voilà, donc je vais repartir sur Palu, Caso et Jacobs. Ok. Bon, je pense qu'il y Ouais. Ou aura, Beauchaton à s'il mon est avis, apte. je pense qu'il y aura quand même du. Si Coleman n'est. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on l'a pas vu sur les photos Insta, comme on n'a pas vu non plus Buros. Mais je vois quand même Gray rentrer, ce qu'il faudra un peu de masse. J'ai oublié le Johnny. Donc, J'allais dire Gray ou si Coleman n'est pas là, et vraiment je prie pour que Coleman soit là sur ce genre de match. ouais, Ouais, Gray. Ouais. tu vois, sur le banc. Et par contre, je pense que Palu va encore enchaîner, hein. Oh, Palu, c'est un truc de fou, hein. L'autre, il a été recruté pour remplacer Ricard qui faisait 3 matchs par an. Il va faire tous les matchs. Il va faire tous les matchs. Eh ben, De ça y 80 est, minutes à chaque fois en plus. Let's go. C'est un je crois truc de qu'il fou, a le fait, pauvre. il a fait autant de matchs que Ricard en 3 ans. Je Il en a déconne, fait mais on n'est 15. pas loin de ça. Là, ce C'est un truc serait de fou. son 15e. Tout comme Percho. Chaud. Perchaud, exactement. J'ai gagné là le quiz, hein, Ouais, c'est bon, il je y a t'arrête. 1-1. Faut que je trouve Attends. une question avant la Voilà, fin de, centre. avant la fin de l'épisode. Donc, disons Palu Caso et Gray en sortie de banc ou Gray Caso et Palu en sortie de banc. Comme vous le souhaitez. Pour répondre un peu à la question de Dylan sur Matthew, bah, moi je le remets en 8 et je mets Jean-Luc Duprez à ses côtés avec Cameron Woki, avec un banc en 6+2 avec Jacobs et Van Tijver sur le banc en troisième ligne. Ouais, parfait. Ça me va, à voir où en est Beauchaton aussi, s'il peut s'intercaler en 6. Mais sinon, je vois une troisième ligne comme ça, ouais. Effectivement, en plus, elle est bien. Pour le coup, là, elle est ultra complémentaire. Et d'ailleurs, ça posera la question après au retour de Gazzotti, est-ce que tu mettras Gazzotti ou est-ce que tu décaleras du présent en 6 si Mathieu est aussi performant et tu auras Gazzotti qui est ce polyvalent 6-8 sur le banc et qui est en plus un gros porteur. Donc en plus, tu as tes équilibres qui se créent naturellement. Donc
En tout cas, ça va être intéressant et je pense que Bru doit être hyper content de pouvoir coacher un pack C'est clair. et vraiment construire un banc par rapport à ce que t'as, quoi. Ce qu'il a pas J'espère pu qu'on va faire. réussir à installer Gazzo en 6. Voilà, je le dis. Je pense que ça peut être vraiment un immense 6. Mais quand je dis immense 6, c'est titulaire équipe de France. Voilà, je le dis. Je pense qu'en 6, il peut être phénoménal, Gazzotti. C'est pas un 8 pour moi. Et du coup, j'aimerais bien qu'on arrive à l'installer en 6 pour de bon. Mais sinon, oui, bah, je crois que de toute façon, là, avec les forces en présence, c'est la meilleure troisième ligne possible que tu proposes, Cyril, effectivement. À la charnière, du coup, on en a rapidement parlé, mais Martin Pagerello avec Mathieu Jalibert. Sur la ligne des trois quarts, bah, pour le coup, je remettrai un LBB Moefana de Porter Penaud. Ce qui est bon, là il n'y a pas tellement de doute si on part d'une équipe type, même si on pourrait penser du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un banc de All-Star pour aller finir le match, mais là-dessus je pense qu'on ne va pas prendre ce risque-là. Et du coup, si on se dit que Buros, bah, soit il était aux toilettes au moment des photos, soit il y a un petit doute sur sa présence, bah, Salessi Rayassi en 15. Bah ouais. De toute façon, soit Burostitu, effectivement, soit Rayassi bah voilà, qui a fait vraiment une belle tournée en novembre, qui a fait une super rentrée contre les Bulls en Champions Cup. Voilà. En plus, là, bon, pour le coup, là, on va. Parce que je pense que Northampton va nous tester sur les ballons hauts. Euh, voilà, on va voir s'il peut, à long terme, remplacer Buros s'il est absent, notamment sur les ballons hauts, parce que je trouve que c'est le point où il est un peu déficient. Il arrive à en rater beaucoup et c'est extrêmement important dans le gagne-terrain et les Anglais jouent sur ça. Et donc ils ont des beaux chasseurs quand même sur les ailes. Freeman, même s'il va jouer 13, je pense, c'est pas impossible qu'il fasse des mi-coups de pied dans les zones du milieu de terrain parce que tu auras Freeman qui va monter en position de 13. Donc il va avoir une grosse pression. Donc à voir. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça reste le mieux parce que Louis, même s'il est très fort en 15, il est tellement puissant sur l'aile. Enfin, il est juste injouable dans sa ligne des 15. Je mets Loulou en 15 et Rayassi en 11. Parce que les ballons hauts et parce que effectivement Loulou il est injouable en 11, mais il va pleuvoir toute la semaine et il va pleuvoir pendant le match. Et du coup, c'est pas tout à fait le même match et t'as besoin de quelqu'un de. Bah alors, Loulou, c'est pas. Il s'améliore, mais c'est pas Buros sur les ballons hauts, on est d'accord. Mais par contre, Rayassi, vraiment, là, c'est un vrai souci sur les ballons hauts. Vraiment. Et du coup. Sur un match où le ballon va être ultra glissant et du coup les Anglais vont faire que ça. En plus, Mitchell, il adore ça. Il adore mettre en permanence des quilles, des quilles, des quilles. Smith, ça anime un peu plus, mais Mitchell, c'est vraiment, ça met des quilles dans tous les sens. J'essaierai de me sécuriser, même si encore une fois, Loulou, c'est pas le meilleur sur les ballons hauts, c'est quand même meilleur que Rayassi. Et je suis pas sûr qu'avec le temps qu'il va faire, etc., Loulou puisse s'exprimer tout son talent à l'aile. Du coup, j'aurais plus tendance à. C'est peut-être un choix plus conservateur et plus de pisse-froid là pour le coup. J'aurais plus tendance à mettre Loulou derrière et Rayassi sur l'aile. Mais je pense pas que c'est ce qui va être fait. Mais voilà, j'aurais plus ça comme ça moi. Ouais, après avoir la météo, du coup. Si c'est confirmé la pluie, ça changera peut-être aussi les plans du staff. Pour conclure cette composition avec le banc, donc j'ai donné les 6 avant. Et pour les 2 arrières, alors j'ai hésité. Alors, j'ai pas hésité sur Arthur Retière, tout simplement parce que sa polyvalence fait que il doit être sur le banc, notamment pour suppléer une éventuelle perte de Martin Pagerello. C'est plus sur le deuxième. J'avais mis d'abord Van Rensburg parce qu'il m'a beaucoup plu ce week-end. Le problème est que si tu perds Jalibert, qui est-ce que tu mets en 10? Et c'est pour ça que j'ai choisi Joey Carberry pour faire la doublure 10-15. J'aurais préféré Van Rensburg, mais là, je n'ai pas tellement de choix sur le profil. C'est osé. Ouais, effectivement. Naturellement, ce serait Pagerello, mais si tu finis un match avec Pagerello Euh, retire, ouais, enfin, on retire Pagerello du coup en F10. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Là, t'es sur quand même quelque chose de artisanal, quoi.
Ouais, bon courage. Parce qu'effectivement, on retire. Enfin, j'ai vu passer sur Twitter que c'était pas grave la blessure de Lucu parce qu'il y avait retire. Retire avec tout l'amour qu'on lui porte. C'est un super joueur et il a beaucoup de qualités que n'a pas Maxime Lucu. Par contre, c'est pas un œuf que tu mets 80 minutes et il a vraiment des lacunes sur les fondamentaux du poste. Enfin, c'est pas un œuf. Il est capable de dépanner 15-20 minutes en œuf s'il est dans un contexte favorable. Mais c'est pas un, c'est pas un œuf, Retière. Donc effectivement, si tu finis avec Retière, Pagerello, enfin en 9-10, ça Après, peut être très compliqué comme match. la blessure de Max va peut-être forcer le staff à faire un 5-3. Ouais, effectivement. Ce que j'allais dire, moi j'aurais fait un 5-3 du coup, et j'aurais mis Van Resburg et Carberry, tu vois. Ouais. C'est vrai. Et Retière, évidemment. À la place d'un Jacobs ou Ventayfer, j'imagine. Ouais. À la place de Verntafer, parce que Jacobs, il est un peu plus polyvalent. Voilà. Ok. Bah écoutez, on tient notre compo des UBBistes. On verra si Yannick nous écoute ou si on a bien parlé le bru, comme on dit. Voilà pour cet épisode. Tiens, pour vous départager, j'ai cherché une question là, mais j'ai rien trouvé de très intéressant. Maxime Lucu va fêter son anniversaire la semaine prochaine, il me semble. Quel âge va-t-il avoir? 33. Oui, c'est ça, il est 93. Ouais, mais c'est trop tard. Tu peux pas juste confirmer ce que dit Dylan. Non, bah non, ça marche pas Tu comme mets ça, pas Yann, l'arbitre, enfin. Yann. Quand qui veut gagner des millions, une fois que tu as eu la réponse, bah oui. Ouais, évidemment, c'est ça. Ouais. c'est Bah, la réponse D. 93, ouais. Ouais. Mais voilà, bon, bah, notre vainqueur du mini quiz. J'essaierai de faire un truc un peu plus. Préparé, quoi. Bah ouais, tu peux préparer et puis toi t'essaieras de trouver un peu plus les réponses aussi, Yann. Hein? Oh là 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 là, putain, l'ambiance est délétère. Ouais, non, c'est la crise. terrible. C'est la crise de couple. terrible. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne du coup rendez-vous dimanche à Chaban à 16h15 pour envoyer des petits cœurs d'amour à Henri Pollock et surtout supporter notre belle UBB pour ce match qu'on attend tous parce que c'est quand même pour ce genre de match que la Champions Cup est très très cool. Ça va aussi dicter un peu la suite de la compétition pour l'UBB. Est-ce que tu vas jouer la première place de la poule ou est-ce que tu vas plutôt faire tourner à Bristol? Enfin, Ouais, voilà, clairement. ça va beaucoup changer de choses en fonction du résultat et puis il va falloir aussi garder cette dynamique positive qu'on a pu lancer contre le Racing. Merci à tous les deux, merci Yann, merci Dylan, c'est toujours un plaisir de t'avoir chez les UBBistes. Et puis passez tous une très belle semaine et encore nos excuses pour l'épisode en retard qui a été du coup enregistré ce mercredi soir. Ce sera très possiblement la même chose la semaine prochaine pour cause de Yann. à cause de À cause de De Yann. Yann. Ouais, de toute façon, c'est toujours la faute de Yann. Bah oui, c'est pour ça. Donc voilà, préparez-vous psychologiquement à pas écouter l'épisode mercredi matin prochain dans la voiture. Mais d'ici là, passez une très belle semaine. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Bisous, bisous.